Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, amis nancéens. Je suis Renaud Petitjean, membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein, et j'ai le plaisir ce soir d'organiser avec vous le deuxième Facebook Live de Mathieu Klein, suite au premier échange que nous avons eu très récemment. Comme vous le savez, le deuxième tour des municipales se profile le 28 juin prochain, probablement, sous réserve d'annonce officielle, avec les conditions sanitaires indiquée par le conseil scientifique et la clause de suspension possible indiquée par le gouvernement. En attendant, le déconfinement démocratique en France et à Nancy est important, pour ne pas dire indispensable, pour refonder la ville, pour avancer en cette sortie de crise. En cette sortie de crise et dans ce déconfinement, Nancy est une ville qui a souffert, qui s'est montrée solide également à travers ses habitants. C'est une ville qui va s'en sortir par le haut. Et s'en sortir, c'est d'abord faire vivre le débat d'idées. C'est le sens de ce Facebook Live. Et à l'heure du redémarrage de la ville, nous avons donc décidé de poursuivre nos échanges. Aujourd'hui, la thématique qui nous semblait importante est la thématique des commerces. Les commerces, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est un sujet qui anime nos vies, c'est le plaisir de vivre la ville, c'est chaque jour des produits, des services, ce sont des gens qui se lèvent tôt la plupart du temps, pour nous proposer une offre alimentaire, une offre de vêtements, des services du quotidien. On l'a vu dans la crise, ces commerces à Nancy, particulièrement les commerces de proximité, c'est des acteurs qui n'ont pas démérité et qui ont fait en sorte que nos vies ont pu se poursuivre avec un semblant d'ordinaire malgré la crise. À l'heure où on se parle, c'est également un sujet de solidarité. On sait que les commerçants, pour certains, ont beaucoup souffert dans la crise. On pense particulièrement aux bars, aux restaurants qui n'ont pas encore pu rouvrir. Il y a eu variété de situations individuelles pour les commerces. Alors, quels enjeux à court terme, à moyen terme pour les commerces et pour la relance en général de l'activité commerciale à Nancy? Mais je dirais également quels enjeux, quelles opportunités à plus long terme, dans le cadre d'une transformation de la ville pour une meilleure attractivité à Nancy, comme ça avait pu être posé dans le débat démocratique à l'occasion de l'élection municipale jusqu'au 15 mars dernier. Les commerces, c'est également un sujet interconnecté au territoire dans son ensemble, ça n'est pas que le centre-ville. On parle également des habitants de la métropole, qui évidemment sont consommateurs, travailleurs et consommateurs à Nancy, mais c'est aussi la question des commerces de la périphérie. C'est un ensemble économique, tout cela. Et puis, c'est un sujet qui est interconnecté aux mobilités, comme on sait. La question de la voiture n'est pas indépendante de la question des commerces, la question du tramway également. Le numérique également est un sujet qui compte de manière importante aujourd'hui dans le commerce, que ce soit par la consommation en ligne ou bien pour des solutions d'avenir qui permettent de consommer autrement en réponse à des évolutions de comportement. Alors, pour débattre de ces sujets aujourd'hui, comme à notre habitude maintenant, si j'ose dire, des membres de la liste de Mathieu Klein, la liste Nancy en grand, mais également des invités. Je vais vous les présenter ce soir et puis nous allons pouvoir commencer les échanges. Je commence par appeler Estelle Mercier, universitaire, spécialiste en sciences de gestion et colistière de Mathieu Klein. Bonsoir Estelle. Bonsoir Renaud. Antoine Le Soleuse, universitaire également, conseiller municipal à Nancy, et colistier de Mathieu Klein, qui plus est animateur du groupe de réflexion sur le développement économique et les commerces. Bonsoir Antoine. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver ici. Des invités également, comme je vous le disais, représentants du monde des commerces. Je commence par Basile Aubrin, qui est le président de l'association des commerçants de la Vieille Ville. Bonsoir Basile. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je sais que vous partez en salle très bientôt ou en cuisine plutôt, donc nous ne vous garderons pas très longtemps. Nadia Suter, qui témoigne au nom de l'entreprise familiale Hulot, pâtisserie, place Charles III. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Et enfin, pour présider à nos débats, Mathieu Klein, qu'on ne présente plus, président du conseil départemental, conseiller municipal à Nancy, dont je voudrais tout de même rappeler qu'il est arrivé au premier tour de l'élection le 15 mars dernier avec 38% des suffrages. Bonsoir Mathieu Klein. Bonsoir à toutes et à tous. Et sans tarder, Mathieu, je vous laisse la parole pour un mot d'introduction. Quelle lecture vous faites de la crise au sens du commerce à Nancy quand on pense à la consommation, quand on pense à nos amis commerçants, qu'est-ce que vous inspire tout ça? D'abord, je voudrais dire que remercier
en le disant, celles et ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement, et je pense notamment aux commerçants de l'alimentation qui n'ont pas cessé de travailler et qui ont parfois travaillé dans des conditions qui n'ont pas toujours été les plus sécurisées. Progressivement, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il a fallu du temps. Ces travailleurs de la deuxième ligne, travailleuses et travailleurs de la deuxième ligne, ont été absolument essentiels à nous permettre de poursuivre finalement une vie quotidienne qui, bouleversée par le confinement, n'en restait pas moins une vie quotidienne qui avait besoin évidemment, notamment de l'alimentation et en proximité. D'ailleurs, j'ai noté, comme beaucoup de Nancéens, je pense, que pendant cette période, ils ont été nombreux à aller vers les commerces de proximité, vers les circuits de proximité, à finalement retrouver parfois le plaisir ou la nécessité de consommer près de chez eux, compte tenu des règles du confinement. Donc, le véritable défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous allons garder, retenir de cette période de confinement. Quelles leçons tirons-nous sur le plan local, sur le plan de notre alimentation, sur le plan de l'organisation aujourd'hui de notre vie commerciale et commerçante, sur notre mode de vie. Quelles leçons tirons-nous de cette période qui n'est pas achevée? Je voudrais à ce titre dire aussi que, en ce qui concerne les élections municipales, j'ai été interrogé depuis plusieurs jours sur la perspective, comme tu l'as indiqué Renaud tout à l'heure, de l'hypothèse d'un second tour à la fin du mois de juin. Je crois pour ma part qu'il est fondamental de faire toujours primer les conditions de sécurité et notamment de sécurité sanitaire de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu au premier tour. Nous ne voulons pas que l'organisation de ce scrutin soit une prise de risque. J'ai noté l'avis du Conseil scientifique que je trouve empreint de beaucoup de sagesse, à la fois ne s'opposant pas à la tenue d'un second tour, rappelant d'ailleurs qu'il vaut mieux qu'il n'y ait qu'un seul tour de scrutin, que ce soit en juin ou en septembre, car 2 tours de scrutin multiplient les risques de circulation du virus. Rappelant aussi avec beaucoup de sagesse qu'il faudra faire un point d'étape 15 jours avant l'élection, d'ailleurs qu'elle ait lieu en juin ou en septembre, pour voir s'il ne convient pas, en fonction de l'évolution de la circulation du virus, de modifier les règles établies. Je crois que cette adaptation, ce pragmatisme à la réalité aujourd'hui de la crise que nous vivons est de bon aloi. Et je pense tout autant que le déconfinement démocratique est un enjeu majeur, pas simplement pour le fait de retourner aux urnes, mais parce que je sais que 70% de la commande publique aujourd'hui repose sur l'action des collectivités locales. Et tant que tous les conseils municipaux et ensuite les conseils intercommunaux, qu'ils soient communautaires, d'agglomération ou métropolitains pour ce qui nous concerne dans le Grand Nancy, tant que tous ces conseils ne sont pas réinstallés, assis sur une légitimité incontestable du suffrage universel, eh bien, ce sont des millions d'euros d'investissements qui ne sont pas engagés, des milliers d'emplois qui ne sont pas créés et parfois menacés. Donc, y compris pour la vitalité économique et sociale de nos territoires, je suis convaincu que plus tôt le déconfinement démocratique aura lieu, encore une fois en respectant strictement des conditions sanitaires, mieux ce sera pour nous toutes et pour nous tous, et notamment pour le commerce de proximité à Nancy. Bien, merci Mathieu. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer les témoignages pour ce soir. Et je vais commencer par appeler Basile Aubrin, président de l'association des commerçants de la vieille ville de Nancy. Basile, un premier bilan, si on peut en tirer un, ou au moins des enseignements provisoires pour vous en tant que commerçant, et puis en tant que représentant de tous les commerces du centre-ville. Qu'est-ce que c'est ces enseignements-là? Comment avez-vous vécu cette crise? Difficultés, risques, opportunités? Parlez-nous un peu de votre vécu. Pour ma part, personnellement, on est quand même une jeune entreprise qui est encore assez fragile. Donc, forcément, on a eu très peur. On a pris les aides que tout le monde a pris, les 1 500 € par mois et le petit crédit garanti par l'État. Je crois que dans le quartier, tout le monde a à peu près fait la même chose. Et on constate quand même qu'il y a une
qu'il y a eu une grosse baisse de fréquentation dans la rue. Est-ce que vous avez vu pour autant des diversités, des disparités dans la crise? On entend dire par exemple que des bouchers seront évidemment mieux tirés que du commerce textile qui, lui, n'était pas ouvert du tout. Je pense que c'est un concours de circonstances. Ils ne l'ont pas choisi. Ils ont eu la chance de pouvoir rester ouverts. Mais c'est quand même beaucoup d'employés en chômage partiel chez tout le monde. Donc, c'est quand même une baisse d'activité. Et voilà, mais on avait besoin de nos bouchers. Je pense que c'est bien qu'ils aient été ouverts. Ça va faire découvrir un peu aux gens les petits commerces du coin et de la rue. C'était une bonne chose pour eux. Alors, si j'en viens aux aides, vous l'avez mentionné vous-même, des aides du gouvernement, des reports de charges également. Néanmoins, les charges courantes continuent à courir. Forcément. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui et comment est-ce que vous voyez la période qui s'ouvre? Il faudrait surtout qu'on arrive à rassurer les gens vraiment beaucoup parce que c'est vraiment l'enjeu, c'est de réussir à leur donner confiance. On attend une réouverture, mais dans quelle mesure? C'est surtout, on attend surtout les mesures de réouverture, en tout cas pour les restaurants et les métiers de bouche. Et alors, pour ce qui n'est pas commerce, bar ou restauration, le déconfinement a commencé. Est-ce que vous pouvez en témoigner un petit peu au nom de vos collègues? Comment ça se passe? Il y avait pas mal d'attentes. Les gens étaient au rendez-vous quand même à les réouvertures. Comme je vois une petite boutique qui vend de l'huile d'olive, qui vend des fleurs, voilà, ça c'était attendu. Elle a eu des clients, mais c'est encore frileux et il y a beaucoup moins de gens dans la semaine. Donc. Oui, ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Tout à fait. Alors, une question qui va avec ça, je reviens sur le point des aides gouvernementales. Oui, c'est bien. Du soutien des banques, c'est bien également. Au niveau local, qu'est-ce que vous ressentez comme besoin pour pouvoir vous aider à mieux repartir finalement? Je sais pas vraiment ce qu'on peut attendre en réalité. À vrai dire, on est dans le flou et on attend. Donc peut-être. Parce que ouais, on a eu des masques de la collectivité, on a eu des visières, on a eu du gel hydroalcoolique. Je ne sais pas si on peut demander plus. Peut-être un soutien sur les loyers. Ouais, je pense qu'un soutien sur les loyers serait les bienvenus, mais est-ce que c'est réalisable? Bon, ça, c'est des mesures financières, entre guillemets. Comment être plus solidaire, vous qui êtes dans une association de commerçants, est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble entre tous les commerçants, avec l'aide de la mairie, sans doute? Là, moi, j'ai proposé qu'on mette un budget défini pour la com. Si on a envie de faire vraiment redécouvrir la vieille ville, qu'on fasse une série d'affichages où on explique un peu notre histoire et on réinvite les gens à venir dans notre quartier pour vraiment qu'ils fassent le déplacement, quoi. Donc des actions de promotion pour faire revenir le client finalement. Oui. Tout à fait. Bon, notamment sur Internet, c'est très important. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse faire revenir les gens dans nos quartiers. Bon. Il y a l'ajout du numérique dans cette période qui peut être fort utile. Tout à fait, comme pour la livraison, vraiment c'est super important. Bien. Restez avec nous, je vais me tourner à présent vers Nadia Suter. Donc vous représentez l'entreprise familiale qui est oui, pardon. Charles III. Oui, Place Charles III, oui, c'est une entreprise familiale qui a 87 ans. Donc autant dire qu'elle a connu une guerre, notamment le grand-père de mon mari, qui a connu la guerre de 40, donc ça a duré 4 ans. Donc on espère, nous, réussir à survivre en tout cas à cette grosse crise. Nous, on est à un moment vraiment charnière de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au départ, on avait quand même prévu des gros travaux qui doivent démarrer début juin ou le 15 juin. Donc là, on est vraiment dans une situation très particulière et tendue. Mais je voulais un petit peu vous dire d'abord le premier sentiment qu'on a eu quand ça s'est arrêté. Quand la crise est arrivée, mi-mars, on s'est retrouvé en fin de compte où on a essayé d'ouvrir, mais comme on est avant tout un lieu de vie, un salon de thé, un restaurant avec plein de familles qui nous fréquentent, la pâtisserie était pas un produit de première nécessité. Donc on a ouvert la première semaine et on s'est retrouvé avec des pertes énormes parce que tout le monde a eu peur.
dès le départ, était confiné à la maison, ne trouvait pas ses repères et allait vraiment au plus proche. Et on a beaucoup de clients qui sont en dehors de la métropole, qui viennent nous voir, et ceux-là, forcément, avec les 800 mètres, ne pouvaient pas nous fréquenter. Donc, les 800 mètres, clairement, nous ont pénalisés énormément. Après, on a pu ouvrir à Pâques, et grâce aux réseaux sociaux, à Facebook notamment, on a ouvert 5 jours, on a fait des appels une semaine avant, et là, les clients vraiment ont entendu notre appel à l'aide parce que ça nous a permis de payer les frais fixes d'1 mois, la fréquentation en 5 jours au moment de Pâques. On a fait des livraisons à domicile, voilà, on s'est adapté. Donc, mais après, on a nouveau refermé parce qu'on sentait que c'était pas la pâtisserie, on n'y pensait pas à ce moment-là. C'était le boucher, comme vous disiez. Et puis, ce qu'on a vécu par la suite, une fois que c'était fermé, une grande solitude, parce que c'était quelque chose qui était totalement différent de ce qu'on entendait à longueur de journée au niveau des chaînes, des radios, des télés, c'est-à-dire tout est fait pour vous. Et en réalité, le chômage partiel, c'était d'une grande complexité. Pendant 1 mois, tous les jours, on a essayé d'avoir à partir des codes, d'ouvrir, de déclarer. Pendant 1 mois, c'était impossible, ça ne marchait pas. Et pour vous dire, il y a 4 jours, enfin, on a réussi à déclarer les salariés du mois d'avril. Donc, je pense que ça a été quelque chose d'assez violent, pour faire très rapide. C'est-à-dire qu'on entendait des discours à longueur de journée que tout était fait pour nous. Et en réalité, ça a été confirmé quand même par les salariés des services comptables qui nous ont expliqué que vraiment ils ont vécu l'enfer parce que chaque mois, les paramètres changent au niveau du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas nous déclarer, tout est retardé. Et puis ensuite, pour faire très court aussi, la fameuse aide quand même du Grand Est, c'est la plus facile, à 1 500 €. C'est-à-dire en 5 minutes, vous avez, c'est versé en 8 jours, ça c'est formidable. Alors ça fait vraiment du bien, même si c'est une petite somme. En tout cas, ça fait du bien. Et puis, quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est les banques. 57 jours de non-réponse à nos mails. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Où on en est? C'est-à-dire qu'ils étaient tout étonnés que pendant 57 jours, on a essayé de les joindre. Donc ça, je retiens aussi. Et puis, les assurances, les pertes de chiffre d'affaires, on en a quand même eu. On a eu des pertes de marchandises, des chocolats, tout ça qu'on n'a pas pu vendre. Très peu au rendez-vous, vraiment symboliquement. J'ose même pas vous dire la somme. Donc voilà. Alors qu'on avait quand même un contrat qu'on payait pour ça, pour une perte de chiffre d'affaires. Et puis, je pense que ce qu'on attend, c'est que les grands opérateurs, même comme Engie, qu'on laisse énormément au niveau de tout ce qui est flux, au niveau Engie, des grosses factures, on les a pas entendus non plus. Donc ça, on n'en parle pas. Et puis, la grande attente, pour finir, c'est l'annulation des charges pour les restaurateurs, les salons de thé, les lieux de vie. Parce que nous dire reporter les charges, c'est une hérésie. On ne se relèvera pas si on n'a pas l'annulation des charges salariales. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, après, je pourrais vous reparler un peu plus rapidement du déconfinement. La première semaine qu'on a ouvert, les gens étaient apeurés, mais même nos salariés. On a ouvert très peu, 5 heures dans la journée, parce que le matin, les gens sont en rendez-vous, mais pas l'après-midi, c'est des promeneurs. Ils ont besoin de contact, d'être rassurés, donc ils reviennent nous voir. Donc, la première semaine représentait 10% de chiffre d'affaires. Cette semaine commence un peu plus fort. Ça commence un peu l'après-midi. Donc, on adapte nos horaires, mais on fait venir vraiment que 2 salariés sur 9. Voilà la situation. Pour, en fin de compte, garder un maximum de ce qu'on peut garder pour payer nos frais fixes. Voilà. Bien, merci. Bien, vous restez positif dans ces moments et on vous encourage. Mathieu, une réaction à ce qu'on vient d'entendre de nos 2 amis. D'abord, je constate qu'effectivement, il a fallu beaucoup de détermination pour continuer une activité ou pour aujourd'hui se projeter dans l'avenir. Et je comprends très bien, notamment une jeune entreprise comme celle de Basile Grandrue, qui est à la fois
active, très active pour animer le quartier et qui doit aussi relever les défis qui concernent son propre destin économique et professionnel. Et Nadia qui représente, elle, une entreprise très installée à Nancy, qui a une forte visibilité, une image de marque auprès des Nancéens, un attachement affectif, avec toutes les difficultés d'ailleurs bien avant le Covid, d'entreprises qui sont à la fois sur des places très recherchées, mais qui sont confrontées aux difficultés de beaucoup de commerçants nancéens, notamment avec leurs bailleurs. Et nous sommes là, en fait, sur deux dimensions qui me paraissent très complémentaires et surtout qui me paraissent être ces deux jambes sur lesquelles nous devons, nous, asseoir une politique de développement commercial pour Nancy, à la fois faire confiance à des jeunes entreprises, à des jeunes chefs d'entreprise qui innovent, qui inventent, qui prennent des responsabilités, qui ont envie de faire bouger la ville, qui ont envie de redonner du dynamisme à leur quartier, et des entreprises qui font partie de l'identité de Nancy, qui sont chères au cœur des Nancéens, qui appartiennent à notre patrimoine culturel et qui ont de ce point de vue-là aussi une responsabilité importante parce que leur activité, leur dynamisme, c'est le signe que notre ville, elle a la capacité, en s'appuyant sur ses talents, de rebondir et de faire face aux crises et aux difficultés. Donc, c'est pour moi deux témoignages qui sont particulièrement précieux, importants et représentatifs finalement des défis qui nous attendent. Et puis, il faut apporter des réponses concrètes. Je crois que c'est aussi ça, Basile le disait, Nadia le disait à l'instant, des réponses très concrètes. Ce sont des situations d'urgence. Nous sommes dans une situation d'urgence. Le centre-ville, d'une manière générale en France, je ne veux pas là pour le coup accabler particulièrement les politiques nancéennes. D'une manière générale, la consommation de centre-ville était déjà en délicatesse, pour ne pas dire en difficulté, avant la crise Covid. C'est donc aujourd'hui un défi vraiment majeur, considérable, qui est devant nous. Comment redonner une régularité aujourd'hui à l'envie de consommer local? Comment travailler ces articulations entre les besoins des commerçants et de la ville? Comment dialoguer? Renouer le dialogue presque, parce que ça, pour le coup, il a manqué, ce dialogue. Renouer le dialogue au long cours. Je ne parle pas seulement de celui au milieu de la crise, je parle de celui, mais Antoine pourrait le dire mieux que moi, qui est nécessaire tout au long de l'année pour faire en sorte qu'il y ait à la fois par la ville et par ses commerçants une dynamique qui donne envie de venir, qui donne envie de venir en ville, d'être en ville, d'acheter, de consommer, de se promener, de profiter. Alors, ça a un impact sur les politiques d'aménagement urbain, ça a un impact évident sur les politiques de mobilité, de transport, cela a un impact sur les politiques de solidarité aussi. On va peut-être revenir dans les détails un peu plus tard, mais je suis moi convaincu, et en tout cas, je formulerai tout à l'heure des propositions précises, concrètes, que ce soit en matière de livraison, d'accompagnement du pouvoir d'achat des Nancéens, d'accompagnement des commerçants aujourd'hui dans leur dialogue avec les bailleurs, sur les mobilités, sur les transports, des propositions concrètes, opérationnelles que l'on peut mettre en place et que l'on devra mettre en place le plus vite possible pour être au rendez-vous. Moi, je ne crois pas que Nancy ait un destin quelconque s'il n'est pas intimement lié à la dynamique de celles et ceux qui font vivre ces commerces au quotidien. En tout cas, c'est ma conviction et c'est bien un sujet, c'est pour ça que j'en ai voulu en faire ce premier sujet thématique, c'est bien un sujet sur lequel nous allons devoir agir vite. Bien, merci Mathieu. Écoutez, on a une séance de questions-réponses qui doit arriver rapidement, mais puisque vous parlez de propositions que vous voulez mettre sur la table, peut-être que le moment est venu, et puis ensuite on en viendra aux questions de nos internautes. Concrètement, en fonction des moyens à mettre en place à court terme, mais également dans une perspective de plus long terme pour redynamiser la ville de Nancy au niveau commercial, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Je vais pour l'instant, peut-être après pour laisser la place au dialogue, sinon je pense que nous allons être trop longs, mais peut-être trois points précis immédiats. D'abord, le pouvoir d'achat des Nancéens versus ou en complément la dynamique économique ou le chiffre d'affaires des commerçants nancéens. Je propose que la ville, et nous l'instaurerons dès le lendemain de l'élection municipale, mette en place des chèques, des bons d'achat bonifiés, en clair, pour être très synthétique. Vous allez acheter 10 € de bons d'achat
50 € ou 100 € de bon d'achat, la ville ajoutera 25%. Concrètement, vous avez besoin d'acheter un bon de 10 €, eh bien, vous dépensez 10 € et la ville vous remet un bon d'achat de 12,50 €. Vous avez besoin de faire un achat plus conséquent, vous mettez 100 € de votre poche, la ville ajoutera 25 €. Et avec ces 12,50 €, ces 125 € ou toute autre somme, la contrepartie que je vous demanderai à cette contribution financière de la ville, c'est d'acheter dans les commerces nancéens. Je veux consacrer un budget de 500 000 € dès l'été 2020 à cette mesure. 500 000 € engagés par la ville génèrent 2 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour les commerces nancéens. Au lieu d'aller dépenser 100 € sur Amazon, vous allez pouvoir dépenser 125 € alors que vous n'aurez vous-même engagé que ces 100 €, 125 € dans vos commerces de proximité. Première mesure. Deuxième mesure, Basile l'évoquait, la question des livraisons. Cette crise, elle a remis en lumière l'enjeu finalement du lien au-delà de la porte du commerce entre le commerçant et son client. Moi, j'ai rencontré un grand nombre d'ailleurs de bouchers. J'étais encore au marché central ce matin pour en échanger avec eux, de bouchers ou de primeurs, de fromagers ou d'autres qui ont livré, parfois pour la première fois, leurs clients au cours de la crise parce qu'ils se sont aperçus que leurs clients ne pouvaient ou ne voulaient plus sortir de chez eux. Eh bien, ils nous disent très simplement aujourd'hui que c'est à la fois une formidable opportunité et que ça n'est pas le cœur de leur métier de la livraison. Et puis, ils n'ont pas nécessairement envie toujours de dépendre de plateformes de livraison bien connues qui ont toute leur utilité, mais qui ne peuvent pas, elles seules, répondre à tous les besoins. Moi, je veux mettre en place un dispositif que nous appellerons de livraison solidaire, faire accéder à l'emploi des femmes et des hommes qui en sont éloignés depuis longtemps et leur demander de vous livrer à partir des achats que vous ferez chez vos commerçants, à votre domicile ou sur votre parking, ou à votre parking, le parking sur lequel vous aurez stationné votre voiture. Je le dis aussi bien pour des achats que vous pourrez faire en vous promenant dans les commerces que des achats que vous pourrez faire en ligne, car il est important d'aller plus vite aujourd'hui aussi sur la mise en ligne de l'ensemble des commerces de centre-ville. Et c'est un service que la ville et la métropole doivent proposer dès demain. C'est un service à la fois qui répond à des enjeux économiques, ils sont clairs, des enjeux de solidarité, à faire accéder à l'emploi des femmes et des hommes qui en sont éloignés, un enjeu aussi écologique, parce que ce sont les circuits courts, c'est l'achat local que l'on favorise ainsi. Et puis, je peux aussi évoquer un troisième dispositif qui est celui de l'accompagnement des commerçants aujourd'hui qui ont des difficultés pour régler leur loyer. La ville a pris un certain nombre de mesures. La ville de Nancy, le maire de Nancy sortant a annoncé un certain nombre de mesures, notamment sur l'exonération des loyers pour ce qui concerne les loyers dus à la puissance publique, pour les commerçants qui payent un loyer à la puissance publique. Je pense qu'il faut aller plus loin. Beaucoup, la très grande majorité des commerçants paient des loyers à des bailleurs privés, témoignent parfois de difficultés à obtenir aujourd'hui ne serait-ce qu'une écoute, qu'un dialogue constructif avec leurs bailleurs. Et je veux que la ville joue son rôle. Et pourquoi pas que la métropole accompagne financièrement par un fonds exceptionnel celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Bien, voilà une série de mesures. On entend des choses au niveau de la relance de la consommation avec les chèques que vous proposez, qui seront abondés par la municipalité si vous êtes élu. On entend des questions sur les livraisons également, et c'est vrai que les commerçants ont pu avoir certaines difficultés, y compris dans les systèmes de livraison classiques qui sont en place actuellement, parce que c'est un surcoût finalement qu'il faut savoir absorber et qui n'est pas forcément au bénéfice des petits commerçants. Les plus grandes enseignes, grandes marques de la distribution du fast-food par exemple, ont beaucoup plus facile à absorber ces coûts-là. Donc là, une offre solidaire, comme on l'entend. Et puis, la problématique des loyers, on sait bien que les charges des commerces ne vont pas disparaître et il faudra bien rembourser les emprunts également. Une première question par rapport à ça qui nous vient sur Internet, et pourquoi pas imaginer, et puis ça rebondit sur ce que nous disait Nadia, pourquoi pas imaginer une structure administrative qui pourrait aider les commerçants dans les démarches, parce que finalement, entre le gouvernement, entre la région, la métropole, la mairie, le département parfois, comment faire avec le millefeuille de la République finalement quand on est un petit employeur au niveau local et qu'on se démène un peu tout seul. Comment simplifier les choses? Je vais laisser Antoine Le Soleuse donner son point de vue sur le sujet. Antoine, la parole est à vous. Oui. De plein de manières possibles, on
on peut recréer du lien. En ce moment, là, pendant la crise, on en a profité, si je peux me permettre, pour faire des tables rondes avec les différents commerçants, différents acteurs économiques de la ville sur Nancy, le Grand Nancy. Tous nous disent, comme vient de le dire Nadia, qu'ils se sont sentis seuls dans cette pandémie et dans cette crise qu'ils vivent, qu'ils auraient aimé avoir du lien avec les décideurs locaux, évidemment. Donc, je pense qu'en effet, il faut vraiment qu'on arrive à créer, suite à cette pandémie, à créer du lien entre les décideurs locaux, les politiques, comme on dit, et tous ceux qui font vivre Nancy. Alors, a été déjà mis en place, mais très tardivement d'ailleurs, une SEM, une société d'économie mixte qui s'appelle Nancy Défi, et qui est vraiment trop faiblement dotée actuellement. Et je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur ce type de structure pour pouvoir justement aider ceux qui veulent s'installer, les créateurs, les commerçants, dans ce type de moments difficiles, mais aussi pour créer une nouvelle dynamique sur le centre-ville. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un bon début de réponse en ce qui me concerne. Peut-être Estelle Mercier veut apporter un élément de complément. Le temps de se connecter. Oui, bonsoir. Sur les aspects administratifs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit la CCI, la métropole, le Grand Nancy, la mairie, pour les commerces ou pour les entreprises. Et il s'avère que souvent, ils ont du mal à s'y retrouver dans toutes ces démarches. Donc, il y a évidemment quelque chose à faire pour mettre en cohérence un petit peu tous ces acteurs et avoir un espèce de guichet unique qui leur permettent d'avoir un accès à un bouquet de services, enfin, en tout cas de dispositifs, que ce soit pas uniquement en cas de crise, mais un petit peu dans tous les aspects administratifs de leur vie. C'est quelque chose qui est souvent revenu dans les discussions avec eux, cet éparpillement des interlocuteurs et cet éparpillement des dispositifs pouvant exister. Et il y a un vrai besoin, du point de vue de la métropole, de mettre un petit peu en cohérence l'ensemble des personnes qui agissent au nom du développement économique, notamment, aussi bien commerce et entreprise. Et pendant que vous nous parlez, une question ou plutôt un commentaire de Colline qui est commerçante. J'ai demandé à l'adjointe en charge du commerce à avoir des comptes rendus de réunions de travail pour le commerce au niveau de la ville, mais on ne sait rien. Comment faire pour accéder, dialoguer et faire partie d'une dynamique qui pourrait se mettre en place à Nancy? Alors, j'ai fait la même requête auprès de Madame Petiot, première adjointe, qui en effet fait des réunions avec les commerçants pendant la crise, mais on n'a pas pour l'instant tous ces comptes rendus, donc j'ai fait une demande officielle et j'attends aussi de voir les comptes rendus. Mais vous voyez bien, l'idée c'est ça, je pense qu'on a besoin de créer du lien. Si on veut créer une dynamique dans le centre-ville dans les années à venir, on a besoin d'avoir un échange fort et toutes les tables rondes qu'on a faites ces derniers temps le montrent. Il y a une volonté, quels que soient les métiers, que ce soit des métiers de bouche ou autres, on avait des banquiers, etc. Vous parlez de tables rondes que vous avez organisées avec les commerçants de Nancy. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a besoin de ce lien, de faire remonter des informations. On a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, j'ai besoin d'augmenter la surface de ma terrasse, la piétonisation, ou des problèmes plus simples. Et vraiment, ils sont demandeurs, tous les commerçants qu'on a rencontrés, et acteurs économiques, pas que commerçants, on le voit, sont demandeurs de dialogue avec les décideurs locaux de Nancy, du Grand Nancy. Bien. Alors, entre-temps, un commentaire de Nathalie Wood qui rebondit sur une des propositions de Mathieu. Je salue l'idée des livraisons solidaires et pourquoi pas pour les commerces autres que ceux de bouche. Je poursuis avec d'autres questions et Mathieu, je vais vous repasser la parole. Est-ce que les restaurants et les bars vont rouvrir à Nancy? Et un corollaire de Vanille.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Laurent Hénart de faire des terrasses dans les parcs et jardins pour faire revenir les gens dans des conditions sanitaires acceptables, disons, durant la période qui va s'ouvrir? Alors, est-ce que nous allons pouvoir rouvrir ça va dépendre d'abord de la couleur de la Meurthe-et-Moselle sur la carte de France, qui pour l'instant est au rouge, vous le savez. Alors, nous allons voir le 2 juin si des évolutions sont attendues. Je les espère évidemment. Vous savez que nous sommes restés rouges uniquement en raison des capacités hospitalières en réanimation, puisque du point de vue de la circulation du virus, d'une part, ou de la disponibilité des tests, d'autre part, nous sommes dans le vert. Donc, nous espérons que nous pourrons passer dans le vert dans la globalité aujourd'hui de l'analyse de la Direction générale de la santé. Alors ensuite, oui, si c'est le cas, des perspectives de rouverture, puisqu'elles ont été annoncées ailleurs en France, des bars et des restaurants pourront être mises sur la table. Je le souhaite évidemment. Ça changera beaucoup notre vie. Ne nous faisons pas non plus trop d'illusions sur le fait que nous n'allons pas revenir d'un coup de baguette magique. Personne ne le pense, personne ne le dit. À une situation antérieure. Il va falloir, y compris dans la convivialité d'un bar, d'un café, d'une brasserie, d'un restaurant, respecter des distances, des mesures barrières, des gestes de protection qui vont nous obliger aussi à faire évoluer nos modes de vie, nos attentes, et pour protéger, y compris celles et ceux qui travaillent dans l'ensemble de ces commerces, de ces entreprises, et qui vont être exposés à voir beaucoup de monde chaque jour, comme les commerces de bouche qui sont restés ouverts pendant le confinement. L'utilisation des parcs, des espaces publics, ça peut être tout à fait intéressant. Je rappelle que nous avions proposé, j'avais porté l'idée, et je la porte toujours, sur le cours Léopold et sur la place Carnot, d'une restructuration globale. Et sur la place Carnot, par exemple, j'avais proposé que nous puissions imaginer que les cafés ou les restaurants ou les bars qui bordent aujourd'hui la place Carnot puissent avoir un bout de terrasse sur la place, avec une circulation apaisée d'ailleurs, permettant de traverser de façon sécurisée entre le commerce et la place Carnot, la voirie. Ça peut tout à fait être imaginé, mais il faut le faire sans aujourd'hui se précipiter dans des annonces qui ne sont pas compatibles avec la réalité de la carte de France. Si nous passons au vert, il faudra examiner toutes les hypothèses pour que demain, la convivialité revienne partout, y compris dans l'utilisation des espaces publics. Mais au-delà de ces éléments tout à fait intéressants, il faut, comme je le disais précédemment, aller plus loin. Nathalie pose la question, si j'ai bien compris, du projet livreur de livraison solidaire. Alors, il ne s'adresse absolument pas seulement au commerce de bouche. Dans l'idée que je défends, c'est la livraison à disposition de tous les commerçants indépendants de la ville pour que les achats alimentaires ou non alimentaires qui sont effectués puissent être livrés. Et c'est une perspective de court, de moyen et de long terme. Il faut aussi prendre appui sur la crise pour faire des propositions de transformation. Moi, je ne suis pas là pour uniquement me contenter d'un robinet d'eau tiède ou de mesures intéressantes, indispensables, mais qui répondent simplement à la crise telle que nous la vivons aujourd'hui. Quelles leçons tirons-nous? Quelles leçons tirons-nous de cette crise pour faire évoluer, transformer la ville, la rendre plus agréable, plus belle, la rendre plus solidaire, plus conviviale, redonner envie à chacune et à chacun d'entre nous d'en profiter à tous les instants. Voilà un vrai défi. Et ce défi-là, il faut y répondre par des mesures qui ne sont pas seulement des mesures conjoncturelles, même si elles sont intéressantes. Alors, au titre des mesures conjoncturelles, j'ai une question d'Antoine qui a noté les propositions de la municipalité et de la métropole pour la reprise du commerce à Nancy en sortie de crise. Alors, Antoine nous dit, pour la sortie de crise, le maire nous refait le truc du parking à 2 € le samedi, 1 € le soir en semaine et des tickets de stationnement gratuits chez les commerçants. Bon, ça fait des années que le centre-ville plonge et voilà le plan de malade. Je suis dégoûté. Un autre commentaire de Jean-Christophe, ou une question: comment pensez-vous réussir à redynamiser un centre-ville qui s'est éteint depuis des années? Entre Metz qui se bouge, Internet et les dinosaures à la métropole et à la ville, on n'est pas aidé. Janine, la perte de vitesse des commerces à Nancy, ça ne date pas hier. Qu'est-ce qui va changer si vous êtes maire demain?
Alors, sur la question d'abord de l'accès au centre-ville, alors il y a beaucoup de sujets là qui sont abordés, donc je vais essayer de faire une réponse courte. On aura l'occasion, je pense, dans d'autres Facebook Live, de revenir notamment sur la question des transports et des mobilités, plus dans le détail que je ne le ferai ce soir, parce que ce sont des questions qui étaient déjà très fortes et très présentes avant la crise et avant le confinement, et elles le seront encore plus demain, ce qui est tout à fait logique. D'abord, sur la question de l'accès au centre-ville, moi, je pense que je reformulerai avec beaucoup de détermination ma proposition de rendre les transports publics gratuits le week-end. Dans un premier temps, il faut ensuite pouvoir imaginer une évolution à la mesure de la réalité financière qui sera très, très difficile pour la métropole et la ville au sortir de la crise, comme pour toutes les collectivités territoriales. Mais la mesure de la gratuité, le week-end, elle a pour fonction notamment, pas seulement, mais notamment, de vous donner à vous seul ou à votre famille la possibilité de revenir vers le centre-ville. Et si vous liez la proposition d'un accès gratuit au centre-ville ou à tous les quartiers, parce que la mesure ne concerne pas que le centre-ville, elle concerne tous les quartiers, les commerçants sont présents dans tous les quartiers de Nancy. Si vous liez la mesure de la gratuité le week-end à la mesure de livraison à domicile à travers le principe de la livraison solidaire de vos achats, eh bien, je crois que vous avez là un outil, plusieurs outils qui sont des outils performants, percutants pour améliorer tout simplement à la fois la vie commerçante de nos quartiers et le plaisir ou la simplicité que vous, en tant que consommatrices et consommateurs, vous aurez à les utiliser demain. Et puis, votre pouvoir d'achat, je l'ai évoqué tout à l'heure, est soutenu, renforcé, développé, puisque la ville mettra en place, la ville de Nancy, si j'en suis élu maire, mettra en place dès l'été des bons d'achat bonifiés de 25% par une contribution de la ville. Il y a la question aussi des quartiers piétons. Je pense qu'il faut, comme on discute aujourd'hui, même si c'est un peu à retardement dans la métropole, mais on discute aujourd'hui de l'évolution de la place du vélo. Je note que ce qui était strictement impossible pendant des années devient soudainement possible à la faveur du Covid-19. Donc, c'est à la fois un regret du retard que nous avons pris et je suis, moi, comme les associations, je prends acte et j'engrange les acquis pour les étendre. Donc, les évolutions qui sont annoncées sur le vélo sont intéressantes, mais il faut impérativement les intégrer à un plan global de déplacement. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut arrêter de prendre les dossiers les uns après les autres, on ne peut pas avoir le tram et on le traite d'un côté, les vélos qu'on traite séparément, et puis la question du stationnement dans le troisième. Il faut savoir comment nous voulons circuler à Nancy, quel réseau de transport nous voulons avoir, quel chemin piéton nous voulons avoir. Je vous rappelle que nous avons proposé dès l'hiver dernier la mise en place d'un chemin piéton de la porte de la Craffe jusqu'à la rue du Pont-Mougin, en passant par la rue des Dominicains, par la place Carrière, la place Saint-Èvre, pour renforcer l'attractivité. Je pense que c'est une opportunité qui était vraie hier, qui est encore plus vraie aujourd'hui. Voilà une série de mesures qui ne sont pas exhaustives, qui sont de nature à soutenir l'activité et en même temps à redonner ce plaisir de circuler en ville. Et puis, il faut être fier de ce que nous sommes. Voilà, ça, c'est un message un peu général, mais arrêtons de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous savez, la ville de Metz, elle a beaucoup de qualités. J'ai des discussions très régulières avec Dominique Gros, avec qui je m'entends très bien, et je trouve qu'il a de très bonnes... Il a conduit des politiques, notamment sur les mobilités, qui sont tout à fait inspirantes. Mais la ville de Metz, elle a par exemple aujourd'hui, dans son centre-ville, qui est pourtant beaucoup plus piéton que Nancy, fait le choix de soutenir des centres commerciaux de périphérie implantés dans la proximité du cœur de ville. Et son commerce de cœur de ville n'en est pas toujours sorti gagnant. Donc, il faut regarder ce qui se fait ailleurs avec intérêt, ce que je fais. Et il faut aussi se dire que nous avons des ressources. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons des ressources, des talents, des énergies, donc mettons-les en valeur, et c'est ce que je compte faire demain avec les commerçants de la ville. Bien, de nombreuses réactions pendant qu'on est en train d'échanger. Je vais lire quelques commentaires et puis quelques questions aussi.
Depuis le 11 mai, les embouteillages repartent. Il n'y avait plus de pollution, on était au calme, il y avait des petits oiseaux, le plaisir de faire ses courses pas loin de la maison. Le tout bagnole est reparti depuis le 11 mai. Trouvez-vous intéressant de créer des navettes de bus pour pouvoir relier le centre-ville à l'extérieur de la ville pour sortir du tout voiture? Aujourd'hui, si on veut aller faire ses courses à la Sapinière ou à Oudemont, si on veut aller faire ses courses ailleurs qu'à la Sapinière ou à Oudemont, il faut réaménager des zones dans les quartiers pour garer les voitures, pour les services de livraison. Donc on voit bien que la question de l'urbanisme et de l'adaptation de l'espace urbain est importante. Et puis les questions corollaires qui sont en train d'arriver, on a Patrick qui nous dit réaménager c'est important, il conviendra de faire attention aux futurs travaux du tram et à leur durée pour faire des aides, pour des relocalisations du commerce pendant les travaux phasés. On voit bien que finalement le commerce est en train de toucher un petit peu, comme vous le dites, à tout un tas de sujets corollaires finalement. Bien sûr, et c'est normal. Vous savez, habiter en ville, vivre à Nancy, et moi je le vis tous les jours, c'est le plaisir d'aller acheter une baguette, d'aller faire ses courses, de discuter, de rencontrer des gens, même si en ce moment on les rencontre derrière un masque et donc la discussion est parfois un peu plus complexe, mais néanmoins elle se poursuit. C'est faire aujourd'hui, j'allais dire, vraiment rendre à la ville la plénitude de ce qu'elle représente pour celles et ceux qui y vivent. C'est-à-dire un lieu à la fois d'autonomie, son logement, son chez-soi, un lieu de rencontre, un lieu de passage, un lieu de déambulation, un lieu de convivialité, de proximité, un lieu de socialisation. Et tout ça passe souvent par les commerces, ou en tout cas par la dynamique qu'insuffle la présence des commerçants dans les quartiers. Et Patrick a raison de souligner que nous ne pourrons pas faire le tram demain comme nous l'avons imaginé hier. Est-ce que quelqu'un imagine sérieusement qu'à la rentrée prochaine, nous allons nous presser comme des sardines pour rejoindre les universités, Brabois, son lieu de travail ou son domicile aux heures de pointe dans le tram? Personne ne l'imagine. Donc la priorité numéro 1, celle qui devrait être aujourd'hui sur la table de la métropole, c'est de savoir comment va s'organiser le réseau de transport à la rentrée. Moi, je n'ai pas envie que les collégiens, les lycéens qui vont déjà rentrer dans une circonstance singulière et les écoliers soient obligés tous de solliciter leurs parents pour retourner vers leurs établissements scolaires en voiture. Ce serait un contresens. Donc, il faut imaginer aujourd'hui un réseau de transport beaucoup plus maillé sur la proximité. Prenons un exemple. Il y a quelques années, alors ça remonte un peu maintenant, mais néanmoins, c'est intéressant de le souligner. Moi, j'avais bataillé avec la ville de Nancy, alors il y a 15 ans maintenant, sur la question du petit stand de la colline. Vous savez, un minibus, alors dont on disait, oh, ça ne sert à rien, il est vide, personne ne le prend, donc on peut le supprimer. Ces minibus de proximité qui permettent à des personnes âgées, pendant le confinement, elles ont beaucoup souffert, les personnes âgées. Et en plus, elles ont souffert parfois d'un regard parfois un peu, j'allais dire, excluant. On a même imaginé à un moment qu'elles allaient rester confinées plus longtemps. Et heureusement que ça n'a pas été le cas. Eh bien, les personnes âgées qui n'ont pas toujours de voiture, mais qui ont envie d'aller au marché, d'aller chez leur coiffeur, d'aller chez leur boucher, d'aller se promener, ces minibus de proximité, je pense qu'il faut non seulement en avoir un qui circule en ville vieille, c'est très bien, mais il faut en avoir d'autres. Il faut multiplier aujourd'hui cette offre qui permet à la fois d'avoir des véhicules de petite taille dans lesquels on n'est pas nombreux, dans lesquels il est plus facile d'organiser la distanciation physique en accueillant peu de passagers, mais qui sont sécurisants pour les familles, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont besoin de ces réponses de proximité. Et oui, il faudra certainement reprendre le chantier du tram, le remettre, d'ailleurs, le réintégrer dans une refonte globale du plan de déplacement urbain, et puis surtout, l'entamer dès le départ avec nos voisins. C'est ça, en fait, l'opportunité que nous offre le Covid-19. C'est malheureux, mais il faut néanmoins saisir ces opportunités. C'est l'opportunité de ne pas se planter sur la refonte du réseau de transport. On ne peut plus bâtir un réseau de transport à l'intérieur des limites d'une métropole ou d'une ville. C'est un archaïsme. Aujourd'hui, les habitants viennent de partout travailler, étudier et consommer à Nancy. Et les 100 000 qui viennent de l'extérieur chaque jour doivent pouvoir utiliser des transports en commun sécurisés, donc des navettes qui les rabattent vers le réseau de transport ou des lignes de transport qui vont les chercher à l'extérieur, là où ils vivent. Et à l'été 2020, moi, je réunirai très rapidement
les présidents des intercommunalités voisines du Grand Nancy, la région, parce qu'il y a aussi la question des TER. Je pense à la ligne 14 qui doit pouvoir être beaucoup mieux exploitée qu'elle ne l'est aujourd'hui, y compris dans une perspective de proximité à l'intérieur de la métropole, l'université, les entreprises, pour travailler à la refonte de ce plan de déplacement urbain, bien sûr, avec les 20 communes de la métropole. C'est un enjeu déterminant. Et le tram, il doit retrouver sa place là-dedans. On ne peut pas embrayer juste après une crise pareille sur des chantiers pharaoniques. Il faut aujourd'hui reconstruire dans le dialogue, dans la concertation, un plan de déplacement qui prenne en compte toutes les dimensions de la mobilité. Et ça, c'est aussi, je crois, une priorité pour l'été 2020. Alors, vous le dites, Mathieu, il faut être imaginatif en cette sortie de crise, et je crois que nos internautes le sont également. Je vais citer Robert, qui a 75 ans, il dit « Dans mon quartier, il n'y a plus de commerce depuis longtemps. Mes enfants me disent de me faire livrer par Internet. Internet, je ne suis pas contre, je m'y suis mis. J'aurais préféré un marché en bas de chez moi ou bien des camionnettes qui tournent comme à la campagne pour avoir du pain, de la petite épicerie. On pourrait leur passer des commandes. » Donc, voilà une idée imaginative. Consommer local, acheter des produits, nous dit Paul, de meilleure qualité. Il y a des trucs à faire pour le commerce avec les entreprises de la région, pour la nourriture, mais pour plein d'autres choses aussi. On a Violette qui nous vous demande, allez-vous relancer la braderie de Juillet? Comment est-ce qu'on fait pour relancer des moments forts comme ils ont pu exister dans le passé et qui ont suscité un peu de nostalgie, là, manifestement, dans ce commentaire. Donc, des questions, en effet, qui interpellent. Et puis, je fais la transition et je vous repasse la parole. Des questions liées à la vie étudiante. J'ai une question qui nous est arrivée d'Étienne. Petite restauration à emporter, il est commerçant. Si les étudiants ne reviennent pas en septembre, on a du souci à se faire. Avez-vous un plan avec les facs et les écoles? Et puis j'ai Mike qui nous dit, je suis en 3e année à la fac de lettres. Mon petit boulot de serveur pour financer les études, c'est pas gagné à la rentrée. Pas de bar, pas de petit boulot, pas de petit boulot. Je vais manger des pâtes tout l'hiver. Je reviens sur votre commentaire de tout à l'heure. Tout est interconnecté finalement. Oui, on ne peut pas aujourd'hui traiter les questions comme on le voit, j'allais dire, indépendamment les unes des autres. Sur la question des étudiants, c'est une question majeure à Nancy, hein, le nombre d'étudiants qui fait de Nancy une des villes, la 2e de France après Montpellier en dehors de l'Île-de-France, pour le nombre d'étudiants rapporté au nombre d'habitants. Il est vrai que l'Université de Lorraine, j'en ai discuté avec son président encore aujourd'hui, réorganise son fonctionnement pour assurer moins de cours en présence à partir de la rentrée. Les étudiants seront présents, mais ils seront présents moins régulièrement, moins systématiquement. Peut-être qu'il y a là un sujet majeur. Et puis, Antoine et Estelle, qui sont universitaires tous les deux, pourront compléter sur ce point, notamment sur la présence des étudiants étrangers, sur ces enjeux qui sont des enjeux fondamentaux à Nancy. Donc oui, il peut y avoir une baisse de fréquentation induite par une diminution de la présence, même si elle est temporaire et même s'il faut qu'elle soit le plus temporaire possible. Il faut évidemment aussi travailler sur la question de ce que sera demain une ville qui fait la place finalement à toutes les façons de se déplacer. La caricature qui pourrait être faite, qui m'a parfois été opposée, c'est de chasser la voiture de la ville. Moi, je n'ai jamais voulu chasser la voiture de la ville. Je pense que la voiture doit revenir à une place plus modeste en ville. Et je pense que les attentes aujourd'hui des Nancéennes et des Nancéens, c'est de redonner une place moins exclusive, voilà, dirons-nous, à la voiture, qui ne peut plus être considérée comme celle autour de laquelle s'organise toute l'activité de la ville. Mais si je parle, par exemple, d'une gestion plus dynamique des places de stationnement, livraison, parce qu'aujourd'hui, les stationnements sur les places livraison, c'est un petit jeu auquel tout le monde, et moi le premier, se prête parfois pour faire des courses rapides chez son boulanger ou peu importe le commerce de proximité. Eh bien, pourquoi plutôt que de finalement jouer, pourquoi ne pas institutionnaliser et réglementer le fait que les places de livraison sont réservées aux livraisons sur des créneaux horaires de début de matinée qui sont les horaires habituels de livraison entre 6h et 9h, 6h et 10h, et le reste du temps, par réglage horodateur électronique et automatique, vous donnez, je ne sais pas moi, 20, 30 minutes de droit de stationnement gratuit pour pouvoir faire des courses en proximité. Il s'agit de permettre à chacun de trouver sa place dans la ville, tout en accompagnant progressivement une évolution fondamentale qui est celle que les modes de déplacement actifs, je ne me fais pas reprendre sur ce sujet une nouvelle fois, donc la marche à pied, le vélo ou d'autres
modes de déplacement ou les transports en commun par ailleurs sont des réponses aujourd'hui au désengorgement du centre-ville. Donc, ce n'est pas de dire qu'on va tout faire pour les uns contre les autres ou qu'on va passer d'un état A à un état B sans transition. Ce n'est absolument pas l'idée que je défends, mais par contre, il faut avoir de la détermination et les idées claires sur l'objectif à atteindre et pas faire du petit bricolage par-ci, par-là. Peut-être Antoine et Estelle vont pouvoir compléter. Et puis après, on s'acheminera vers la conclusion, je crois, puisqu'on s'était promis de ne pas durer beaucoup plus d'1 heure. Estelle, Antoine, des compléments. Antoine, le micro. Ce qu'on peut peut-être préciser, voilà, c'est que sur l'Université de Lorraine, on accueillait plus de 10 000 étudiants étrangers chaque année, ce qui doit faire pour Nancy, parce que l'UL, c'est quand même sur toute la Lorraine, mais on doit être sur 7 à 8 000 étudiants étrangers sur Nancy, le Grand Nancy. Il est clair que l'année prochaine, avec la crise sanitaire que nous traversons, il est clair que les flux étudiants risquent de diminuer drastiquement. Donc, il va être impératif d'avoir un dialogue avec la commission de la vie étudiante pour essayer de créer du lien maximum. Toutes les facultés, les écoles d'ingénieurs se préparent à un semestre avec peut-être des enseignements à distance. Et il est clair qu'on va vouloir créer quand même du lien, de la cohésion dans les promotions, dans les facultés. Et ce travail, on pourra le faire justement avec Nancy, le Grand Nancy, par exemple. Oui, pour compléter ce que tu as dit, Mathieu, et ce que dit Antoine, on estime aujourd'hui qu'on va avoir au moins la moitié des cours en distanciel à la rentrée, et notamment tout ce qu'on appelle les cours magistraux, donc les grands amphis, et qui concernent essentiellement les L1, L2, L3, hein, c'est assez compliqué, à organiser des grands amphis dans ce contexte sanitaire. Donc ça veut dire quand même une quantité d'étudiantes importante qui risquent de ne pas être présents à Nancy à la rentrée, sans compter les étudiants étrangers, sans compter les étudiants qui viennent aussi des autres départements. Donc une présence physique moins importante, et même si on maintient quelques cours en présentiel, notamment les petits groupes, on risque d'avoir une baisse du nombre d'étudiants. En termes de logement, par exemple, un étudiant n'aura peut-être pas intérêt à se loger à Nancy toute une semaine s'il vient que juste pour 1 jour ou 2, sachant qu'on draine quand même beaucoup d'étudiants de la Lorraine, donc ils peuvent faire un aller-retour facile chez eux le soir. Donc il va y avoir des conséquences si ça se passe comme ça, hein, parce qu'après tout, les conditions sanitaires peuvent être différentes à la rentrée, mais si l'anticipation un petit peu négative qui est préconisée aujourd'hui, mais c'est plutôt un mode dégradé de fonctionnement d'université qui est aujourd'hui en train de se préparer, et rien ne dit qu'au mois d'août, on ne nous autorise pas à reprendre les cours tout à fait normalement. C'est simplement l'anticipation aujourd'hui qui est plutôt négative sur le premier semestre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le logement, sur les restaurants, sur l'activité économique de Nancy. La vie en fait étudiante de Nancy risque d'être fortement impactée. Merci Estelle, merci Antoine. J'ai conscience qu'en effet, il nous faut fermer cet appel. Peut-être pour conclure, Mathieu, on a entendu des propositions, on a entendu l'interconnexion de tous les sujets, la complexité de tout ça. Finalement, dans un monde qui est en train de bouger, une accélération qu'on n'avait pas prévue, mais qui est bien là face à nous. Une question pour vous laisser conclure. Dans l'esprit des choses, dans la méthode, dans la manière de faire, qu'est-ce qui va compter dans la période qui vient pour vous, hommes politiques, acteurs publics? Et puis, là, très prochainement, à quoi allez-vous être occupés pour contribuer à ce que les choses changent à Nancy? Voilà, pardon, mon micro. D'abord, je vais continuer à être très occupé par la gestion de toutes les conséquences économiques et sociales du Covid-19. À la tête du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aujourd'hui, j'étais encore hier avec les acteurs du BTP pour, là aussi, faire des propositions concrètes et pas simplement des… Vous savez, l'époque n'appelle pas les grandes déclarations d'intention ronflantes. L'époque appelle des mesures simples, pragmatiques, claires et concrètes.
Pour les entreprises du BTP, au titre du département, j'ai proposé et je mets en œuvre 2 choses simples. Nous doublons les avances de fonds qui sont consenties aux entreprises qui sont titulaires d'un marché qui habituellement se voient verser 20% d'acompte au démarrage, et là, elles se verront verser 40%. Première chose. Et deuxième chose, nous allons prendre en charge, bien sûr, 100% des frais supplémentaires liés au Covid-19 et aux mesures sanitaires sur les chantiers, les surcoûts Covid-19, 100% des surcoûts pour les chantiers du conseil départemental, ça va de soi. Mais nous allons aussi prendre en charge 50% de ces surcoûts Covid-19 sur tous les chantiers conduits aujourd'hui sous maîtrise d'ouvrage des communes et des intercommunalités. Parce que c'est aussi, je crois, un message clair qu'il faut envoyer aux acteurs économiques, parmi lesquels les commerçants. Nous sommes à vos côtés, nous utilisons tous les leviers disponibles, pas simplement pour vous faire des déclarations d'amour, mais pour vous donner des preuves d'amour. Et je crois qu'encore une fois, dans les temps agités que nous traversons, de crise, il faut se montrer capable de gérer une crise en prenant des décisions simples, claires, rapides et nettes. Et c'est ce à quoi je m'emploie aujourd'hui à la tête du département. Et c'est évidemment ce à quoi je compte m'employer demain à la tête de la ville de Nancy, si les Nancéennes et les Nancéens me font la confiance de m'élire comme maire. Cette marque de fabrique-là, je compte évidemment la poursuivre dans le dialogue. Antoine et Estelle l'ont dit, Basile et Nadia l'ont dit aussi à leur façon. On ne construit pas aujourd'hui des politiques publiques simplement parce qu'on a des bonnes idées. On construit des politiques publiques parce qu'on écoute les habitants, parce qu'on leur donne le pouvoir d'agir, parce qu'on donne aux habitants la capacité de discuter. Et quand je dis les habitants, j'inclus les professionnels, évidemment, les commerçants dont on a parlé ce soir, dans la capacité à construire un quartier, l'animation d'un quartier, l'animation festive d'un quartier. C'est aussi, ça repose évidemment sur la confiance et l'envie des commerçants. Alors, je ne suis pas persuadé, pour répondre, je ne sais plus si c'est Violette ou Violaine qui me posait la question de la braderie, de la grande braderie. Certes, elle a été malheureusement supprimée avant par la municipalité actuelle, mais je ne suis pas persuadé qu'une manifestation de ce type qui brasse autant de monde, qui brassait hier autant de monde, pourra être rapidement à l'ordre du jour. Il faudra sans doute attendre des temps meilleurs et donc imaginer des manifestations qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Et ce n'est pas simple. D'ailleurs, on en parlera, je crois, la prochaine fois avec les acteurs culturels, qui sont aussi une autre de nos préoccupations, puisque je crois que le prochain thème que nous allons aborder sur ces lives Facebook, ce sera le thème de la culture. Donc voilà, moi, je veux être ce maire de dialogue, de concertation, de participation des habitants, mais aussi un maire qui sait où il veut aller, avec qui, et nous aurons aussi l'occasion d'y revenir, et surtout comment. Pas un maire simplement là pour, j'allais dire des choses sympathiques, agréables à entendre, que portent tous les maires de France aujourd'hui avec beaucoup de détermination, et je les en salue pour cela, mais aussi des choses qui permettent de changer profondément, d'améliorer profondément, de donner envie et espoir. La crise, c'est un moment difficile, c'est une situation exceptionnelle, c'est une réinterrogation de finalement ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Mais moi, j'ai espoir parce que je sais que les Nancéens ont des ressources extraordinaires. Ils le font d'ailleurs, ils en font la démonstration depuis le début de la crise, et nous pourrons aller loin. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à Renaud pour cette animation. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir passé du temps avec nous ce soir, et à bientôt. Et merci à Antoine, merci à Estelle, bien sûr. Et rendez-vous pour le prochain Facebook Live, comme vous le dites Mathieu, sur le sujet de la culture à Nancy. Merci à tous les intervenants. Et merci Nadia et merci à Basile. Merci à vous et à nos invités. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.